Bonjour et merci de votre fidélité aujourd'hui dans APE, Agir pour l'environnement, qui, faut-il le rappeler, le seul hebdomadaire de l'océan Indien entièrement consacré à la préservation de l'environnement de Mayotte. On va s'interroger sur l'érosion. Comment protéger notre lagon, nos rivières de la terre qui ne tient plus et qui... progressivement part dans l'eau. Nous allons tenter de comprendre de ce qui se passe. Et pour ça, sur le plateau ce matin, nous avons la chance d'accueillir deux invités de marque. Mathieu Janson, qui est enseignant-chercheur de géographie à l'Université de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Et puis également Jean-François Desprats, qui est chef de projet et pilote du projet Les Élames pour le BRGM. Bonjour. Bonjour. Oh, vous étiez déjà venu dans une précédente émission pour déjà parler de Les Élames. Les Élames et les Patzas à l'époque. Déjà, pour nos téléspectateurs qui ne se souviendraient pas ou qui ne connaissent pas le projet Les Élames, c'est quoi Les Élames ? Le projet Les Élames, c'est lutte contre l'érosion des sols et la préservation du lagon de Mayotte. Donc, c'est un projet qui a été initié il y a déjà 10 ans dans le cadre de la feuille de route érosion mise en place par l'ADEAL. Et donc avec l'aide de l'Europe, du FEADER, de la préfecture de Mayotte, et aujourd'hui de l'OFB, on a mis en place ce projet avec, pour répondre à deux gros objectifs de la feuille de route d'érosion de l'ADEAL. Le premier, c'est quantifier l'érosion. Il n'y avait pas de carte quantitative de l'érosion sur Mayotte jusqu'à ce jour, et identifier les sources de l'érosion. Est-ce qu'elle a une origine naturelle avec les patzas ou la forêt, l'origine agricole avec l'évolution des pratiques agricoles à Mayotte, ou une origine urbaine avec la multiplicité des chantiers qu'on voit un petit peu partout sur l'île. Et l'autre gros volet du projet, c'est la sensibilisation des populations en milieu agricole, en milieu urbain, et la communication, avec un gros travail de communication mené en particulier par les naturalistes de Mayotte. Et c'est quoi le lien finalement avec le lagon, Mathieu ? Eh bien, donc justement, l'ESLAM, c'est un projet qui a 10 ans, et dans la dernière phase, qui est l'ESLAM 4, le but du jeu, c'est de comprendre le fonctionnement du continuum terre-mer. Mayotte, c'est une toute petite île, et tout ce qui va se passer dans les bassins versants, donc sur l'île, le côté terrestre, va avoir des répercussions sur le littoral et dans le lagon. Parce que dès qu'il pleut, en fait, donc les rivières vont prendre en charge tout ce qui dégouline des bassins versants et vont se retrouver donc dans le lagon et sur le littoral. Donc l'ESLAM, justement, dans cette phase 4, c'est vraiment de comprendre le lien, de quantifier ce qui part des terres et ce qui arrive dans le lagon. Alors on le voit à l'écran, hein, il y a beaucoup de terres sur le département que l'on pourrait qualifier d'en voie de désertification ou en tout cas en mauvais état. C'est quoi la réalité aujourd'hui ? C'est quoi le problème de l'érosion à Mayotte ? Donc, quand on a commencé le projet Les Élames, on a mis en place sur des bassins versants expérimentaux 3 bassins versants à l'époque. Le premier sur Msamboro, le deuxième sur Bandrani, dans le secteur de Dzoumogné, le troisième sur Salimbe, à côté d'Ajangwa. Un suivi en continu. On suit la pluviométrie pour savoir la quantité d'eau qui tombe sur le bassin versant. On suit la hauteur des cours d'eau de manière à pouvoir estimer les débits et donc connaître le ruissellement, la quantité d'eau qui sort du bassin versant. Et on suit la turbidité de l'eau qui nous donne des indications sur la terre, les matières en suspension et donc l'érosion qui sort du bassin versant. Et donc ce suivi scientifique nous a permis de caler un modèle d'érosion et à partir de là de faire une cartographie, la première en 2018, cartographie de l'érosion qui nous a permis de connaître la quantité de terre qui sortait de tous les bassins versants de Mayotte et qui finissait dans le lagon. Donc ça, c'était la partie terrestre de l'étude de la réponse à la feuille de route érosion, dans le projet Les Élames, comme l'indiquait Mathieu, sans se préoccuper à l'époque du devenir de cette terre dans le lagon. Et donc c'est tout l'objectif de la mise en place du continuum terre-mer, de voir le travail de l'université de Mayotte, de voir que devient cette terre dans le... Et justement, profitons de la question que vous posez. Elle devient quoi ? Une fois que la terre arrive dans le lagon, il se passe quoi ?
Alors, déjà, il faut savoir que l'érosion, même sans présence de l'homme, ça existe. C'est nécessaire même. L'île de Mayotte, avant, c'était un gros volcan comme l'île de la Réunion, et au fur et à mesure des millions d'années, elle s'est érodée et les sédiments ont été dans le lagon et dans l'espace maritime proche. Les sédiments du bassin versant sont nécessaires, par exemple, pour les mangroves. Si vous n'avez pas de bassin de sédiments qui arrivent, les mangroves peuvent être détériorées. Ce qui est compliqué à l'heure actuelle, c'est justement qu'on a des pratiques sur le côté terrestre qui désorganisent, si vous voulez, les apports sédimentaires, avec beaucoup trop d'apports sédimentaires. Et là, il peut avoir un impact sur l'environnement littoral et le lagon. Alors, quel est l'impact? Eh bien, justement, ce qui est connu, c'est sur les coraux. Vous avez une espèce d'étouffement, donc des coraux, la vase, la boue se colle sur les organismes, ça devient marrant et ils étouffent. C'est des êtres vivants, les coraux, ce sont des animaux qui respirent comme vous et moi, et ils sont étouffés. Après, il peut y avoir des impacts aussi au niveau de certaines mangroves, ou s'il y a trop de sédiments, même si les sédiments sont nécessaires, et bien pareil, ça va étouffer les racines, les jeunes pousses, les racines des palétuviers. Donc c'est assez multiple en fait comme conséquence. Et ça a quoi comme incidence sur les herbiers? Parce qu'on sait aussi que les herbiers, c'est une source d'alimentation pour les tortues, qui sont une richesse aussi pour notre île, et puis en même temps pour la survie de cette espèce. Si on met des sédiments sur les herbiers, ils sont moins denses les herbiers, ou au contraire, ça les fait pousser mieux? C'est un problème de qualité du sédiment également, parce que les herbiers, ça pousse dans du sédiment qui est plutôt corallien, qui est plutôt assez grossier. Alors si vous mettez des sédiments qui vont coller, de la boue, ça ne va pas leur plaire également. Ouais. C'est comme les coraux, ils vont s'étouffer. Donc tout ce qui est particules fines, en fait, c'est vraiment les sédiments fins qui sont le plus problématiques parce qu'ils s'insinuent dans tous les petits coins et ils vont provoquer un étouffement des organismes. Alors vous avez évoqué, Jean-François, tout à l'heure, la quantification. Vous savez combien il y a de tonnes de terre? Alors on parle de combien de tonnes de terre par an? Alors, la première estimation a été faite en 2018 et on a estimé pour l'année 2018 à peu près 20 000 tonnes de terre qui avaient fini dans le lagon. Ah oui. Et pour l'estimation suivante, en 2022, on était passé à un petit peu moins de 25 000 tonnes. C'est donc une évolution qui est conséquente en seulement 4 ans. Voilà. Et globalement, j'ai encore une question un peu pour bien qu'on comprenne. C'est quoi la différence? Parce que vous me l'avez dit au début, mais je pense qu'ils ont besoin de le savoir, les téléspectateurs qui nous écoutent et nous regardent. C'est quoi la différence entre un padza et une terre agricole qui est en train de s'abîmer? Alors on retrouve les padsas à Mayotte, souvent sur les têtes de bassin versant, avec une origine soit naturelle, soit anthropique. On peut voir les padsas de Dapani avec un circuit pédestre qui permet de se promener au milieu de ces padsas. Là on a affaire à en plus, on est dans le sud de l'île qui est protégé de la surexploitation agricole. Donc l'origine, elle est naturelle. Mais effectivement, on peut avoir, lié à une surexploitation agricole, des brûlis en particulier, et sur des pentes fortes, une évolution d'une terre agricole vers une surface qui va ressembler à un padza. Sur les padsas, pour vous dire, le suivi que l'on a pu faire dans le cadre de l'ESSELAM, on avait 2 parcelles expérimentales sur padza à Bandrani. On était à peu près à 150 tonnes par hectare, ce qui est très très important à titre de comparaison. Sur des maniocs monocultures où on a une très forte érosion, on est à 29 tonnes par hectare, ce qui est énorme aussi. En forêt, à l'inverse, on est à moins d'1 tonne par hectare. Ah oui. Donc on voit bien les deux extrêmes des surfaces totalement protégées, moins d'1 tonne par hectare, et les padsas, 150 tonnes par hectare. Et comment on fait pour essayer de corriger tout ça? Bon, quand l'origine est naturelle, il n'y a rien à faire, je suppose, mais quand on voit une terre qui se désertifie, qui manifestement est en train de se détériorer, c'est quoi le rôle que l'on peut avoir, nous, également, pour faire quelque chose contre et lutter contre cette désertification qui avance? Alors sur le projet l'ESSELAM, il y a un gros travail de sensibilisation en milieu agricole, parce que on a une évolution depuis une vingtaine d'années que l'on peut observer. C'est l'évolution des pratiques agricoles du jardin mahorais, qui est un modèle relativement
extensif et conservateur, mélangeant trois strates de culture, des cultures au sol, des cultures, un étage supérieur avec par exemple des bananiers, des goyaviers, et enfin l'étage arboré. Et là, on n'a pas de problème d'érosion. Sur ces parcelles-là. Sur ces parcelles-là, parce que la couverture végétale complète permet à l'eau de s'infiltrer dans les sols. Et dès lors de l'irriguer. Oui, évidemment, donc de capter l'eau au sol, c'est bénéfique pour les cultures. Voilà. Et en plus, du moment que le sol est protégé de l'impact des gouttes d'eau, qu'il n'y a pas de ruissellement, on n'a pas de problème d'érosion. Sur les jardins mahorais, on était à 2 ou 3 tonnes par hectare, ce qui est négligeable. On est à peine un peu plus que la forêt. Voilà. Alors que, donc on observe de plus en plus une évolution vers des monocultures sarclées de bananes ou de manioc sur des pentes toujours plus importantes, où là, les mesures d'érosion ont montré des taux qui étaient de 17 tonnes par hectare sur banane, 29 tonnes par hectare sur le manioc. Donc on a des niveaux qui sont beaucoup plus importants. Et le travail mené dans le cadre de l'ESSELAM, avec l'EPFAM en particulier, un nouvel établissement public, c'est de travailler sur la sensibilisation en milieu agricole. On a aussi dans cette approche-là la CAPAM qui travaille avec nous. On a eu le lycée agricole de Coconi pour travailler avec les agriculteurs, pour les former à ce qu'on appelle les SFN, les solutions fondées sur la nature, des approches agroconservatoires comme la mise en place de fascines d'ananas, des fascines sèches, des murets en pierre. Donc il y a un travail avec les agriculteurs pour reconfigurer leurs parcelles, revenir quelque part vers le jardin mahorais avec une réadaptation à la marge. Par exemple, dans le jardin mahorais, on a des ananas par-ci par-là. Il suffit d'aligner ces ananas en faisant des lignes parallèles au courbe niveau. On va couper la vitesse du ruissellement et on va stopper presque totalement. On rabat les niveaux d'érosion de 90 à 95%. Donc c'est redoutablement efficace. Et dès l'année de la mise en place. Alors je vous propose, si vous en êtes d'accord, messieurs, qu'on aille faire un petit saut de plus, pas très loin d'ici. On va aller dans le NPRU de Kawini, puisqu'il y a un parc agricole qui a été mis en place. Et il y a des professionnels de l'agroforesterie qui justement accompagnent les agriculteurs de cette zone à mieux organiser leur culture pour lutter contre l'érosion. Regardez et écoutez. Donc grand strat, ça veut dire manguier, sacois, des choses comme ça. Après on part sur du petit strat, c'est les vétivers. Moyen strat, c'est les corosols. Et en fait ça va te faire une ligne avec tout le monde va recevoir du soleil et de l'ombre. Alors qu'est-ce que vous faites ici pour éviter l'érosion? Alors pour éviter l'érosion, on a fait tout d'abord des planches en escalier pour éviter l'eau qui descend et la terre, et on a planté au niveau des planches, on a mis des citronnelles pour aussi que ça retienne l'eau et les abeilles qui viennent pas manger, les insectes en général qui viennent pas manger nos plantes, les feuilles de nos plantes. Et on a fait aussi ça avec les courbes de niveau sur les parcelles qu'on a données aux agriculteurs. Et on a fait la même chose, mais c'est avec les courbes de niveau pour que ça retienne l'eau et tout ce qui va avec en fait. Et vous arrivez à planter quoi? Comme là, on a planté des pétailles, des aubergines, des gombos, des oignons, des carottes. Et tout ça, on a paillé et on a mis les citronnelles à côté pour que les abeilles ne viennent pas manger les fruits, les légumes. Les frais et légumes. Voilà, donc ça c'est des ananas, on les a mis là, mais bon après il y a les chiens, il y a les zébus, mais bon il y en a quelques-uns qui ont survécu. Hein. Et là on a commencé à replanter aussi des, tu vois, on a planté le citronnier et on voit qu'il est en train de tenir. Le corosol aussi on a planté. On a essayé de planter un peu des fruitiers pour voir si ça tient. Celui-là, il y a 2 ans. Bon, tu vois la vitesse, hein, ça pousse. Ça pousse pas trop. Bah non, vite. parce qu'il manque beaucoup de nutriments dans cette terre. Donc nous, on vient toujours un paillage, tu vois. On met toujours du truc pour garder l'humidité. Et souvent, on vient pour remettre de la matière organique, que ce
soit du fumier de zébu, de la fiente de poule, enfin bon, on essaye de trouver tout ce qu'on peut. Donc grand strat, ça veut dire manguier, sacois, des choses comme ça. Après on part sur du petit strat, c'est les vétivers. Moyen strat, c'est les corosols. Et en fait ça va te faire une ligne avec tout le monde va recevoir du soleil et de l'ombre. Alors, qu'est-ce que vous faites ici pour éviter l'érosion? Non mais juste là, il va falloir couper parce que tu remets 2 fois la vidéo et après nous on reprend, tu coupes pas et là après tu me dis de reprendre. Donc il va falloir faire de la post-prod là, mais tu me remets pas 2 fois la vidéo, le mec il répète la même chose. Donc il faudra couper, tu remettras comment ça s'appelle, le jingle là, et là je reprends à la fin de la première fois où il y a la vidéo à Jason. Donc on voit bien, messieurs, avec tout le travail qui est fait, que c'est un peu des gouttes d'eau dans l'océan, parce que Mayotte c'est très très grand, là ils font des tonnes d'efforts, mais on voit bien que c'est dur. Est-ce que ça marche finalement ces efforts-là? Ils sont indispensables. Hein. Ils sont indispensables. Ne rien faire tant en milieu agricole qu'en milieu urbain, ça serait condamner le lagon à un envasement inéluctable. Donc travailler avec les agriculteurs sur la préservation des parcelles agricoles et revenir vers un modèle agricole que pratiquaient leurs parents ou leurs grands-parents, c'est pas si loin que ça. Oui. Et donc c'est quelque chose vers lequel il est indispensable d'aller. C'est fondamental. Préserver les ripisylves pour éviter que la terre qui est arrachée des parcelles ne finisse dans les cours d'eau et finisse dans le lagon, c'est indispensable. Là, il y a l'ONF qui fait un très gros travail à ce niveau-là. On ne peut pas s'affranchir de ce travail d'explication. À Coconi, ils ont intégré dans les modules de formation ce volet érosion dont les prochains agriculteurs sont sensibilisés. Alors, est-ce que ce qu'on a vu là sur le parc agricole du NPRU de Kaweni, est-ce que ça s'est refait à d'autres endroits? Est-ce qu'il y a d'autres expériences du même style ailleurs sur le département? Oui, tout à fait, dans le cadre du projet Les Selam. Donc aujourd'hui, dans les Selam 4, c'est l'EPFAM qui est en charge de ce volet-là. Il y a un gros travail de sensibilisation des agriculteurs du réseau EPFAM, c'est-à-dire sur le foncier EPFAM, avec dans les années à venir la possibilité pour ces agriculteurs de récupérer la propriété de ces parcelles à condition qu'ils mettent bien en pratique ces approches fondées sur la nature, ces approches agro-environnementales qui permettent de lutter contre l'érosion. Donc on a des agriculteurs qui sont sensibilisés, qui sont formés et qui vont mettre en pratique ce qu'ils auront utilisé pendant des années au cours de leurs années de formation sur ces parcelles-là. Et lorsqu'ils seront propriétaires complètement de ces parcelles-là, ils vont continuer à utiliser ces approches-là. Et surtout, ils vont se rendre compte en fait que c'est bénéfique même pour eux par rapport à l'argent qu'ils peuvent tirer d'une parcelle ou une parcelle qui est mieux gérée justement avec un sol qui est plus riche, qui est mieux entretenu, avec moins de pertes de sédiments, et finalement ça fera plus de fruits, plus de légumes pour lui, donc des revenus plus importants. Alors justement, le formateur là expliqué dans la vidéo que les sols justement étaient pas assez riches et que donc ça mettait beaucoup de temps, il parlait de ces citronniers, que ça mettait beaucoup de temps à pousser parce que le sol était abîmé. D'abord, qu'est-ce qui l'a abîmé, le sol? Que nous, qui ne sommes pas de votre métier, on comprenne bien. Pourquoi un sol s'abîme? Déjà, à la base, les sols dans les régions tropicales comme Mayotte sont assez pauvres. Ils sont très peu épais. Vous voyez, le sol, des fois, quand on voit au bord de route, on voit une coupe. Il y a la partie noire, avec l'humus, avec la matière organique. Et c'est ça qui fait vraiment la richesse du sol, où les plantes vont tirer une grosse partie de leurs éléments nutritifs. Et dans les régions tropicales, en fait, cette couche est assez fine, déjà de base, pour des raisons climatiques, parce qu'il pleut beaucoup, oui, etc. C'est lessivé. Et du coup, si vous coupez après ce qui va protéger cette couche de sol, donc les arbres plus petits, tout ce qui est herbacé, ça va vite dégager en fait par les pluies qui sont intenses, avec une pente qui est très raide. oui. Donc on va perdre cette couche vraiment qui est essentielle, qui est la plus riche.
Et justement, le but du jeu de ces actions, c'est d'essayer de bloquer donc l'écoulement de l'eau en mettant des petits barrages, des petites terrasses. C'est ce qu'ils expliquaient pour retenir cette matière organique, reportage. pour ralentir l'eau et pour essayer de reconstituer en fait un sol comme il pouvait avoir d'origine sous l'arbre, sous la forêt ou le jardin mahorais comme à l'époque. Alors là, ils expliquaient dans la vidéo qu'ils paillaient, qu'ils mettaient toujours au sol des espèces de nutriments ou ce qu'ils trouvaient pour enrichir. Ça marche, ça? C'est comme ça qu'on fait? Oui, en fait, l'érosion, c'est un processus de la désertification et c'est l'appauvrissement des sols. Donc, amener les agriculteurs à lutter contre l'érosion, c'est, comme le disait Mathieu, lutter contre le départ de cette fine couche qu'est le sol, qui est très long à se reconstituer. Ça se reconstitue à l'échelle de décennies et de siècles, c'est très long. Donc, la préserver, c'est la base. Et on montre très facilement qu'entre une parcelle sur laquelle on a laissé partir cette couche du fait de l'érosion et une parcelle qu'on a préservée de ce départ-là, on a des différences de rendement. Et l'agriculteur voit très bien que le manioc qu'il va produire sur une parcelle qui aura été préservée de l'érosion par des fascines, par un paillage, aura de meilleurs rendements que sur la parcelle sarclée sur laquelle la couche superficielle qui est riche en éléments minéraux, qui est riche en matière organique. Donc tout ce qui fait la capacité de production de la parcelle, qui fait la capacité de rétention de l'eau au niveau du sol sera partie. D'où la nécessité de... En fait, l'agriculteur préserve sa capacité de production pour le court terme, le moyen terme et le long terme. Qu'est-ce que Chido, le cyclone, ou celui qu'on a vécu, mais dit qu'il est dit aussi, puis peut-être d'autres malheureusement à venir, ça change quoi dans votre travail et ça a quoi comme conséquence sur l'accélération de ces phénomènes d'appauvrissement des terres? C'est une question assez complexe parce que, disons que oui, Chido a beaucoup transformé le paysage, l'île de Mayotte, c'est indéniable, en cassant une grosse partie des arbres de Mayotte. Donc du coup, on pourrait se dire que les sols vont être moins protégés justement de l'action des pluies, etc. Mais c'est un peu plus complexe que ça parce que on a vu quand même que des arbres commencent à repousser. Oui. Voilà. Après, il y a une forme de végétation, de l'herbe en dessous. Ce qui est le plus dangereux, à mon avis, ça serait que ces zones qui ont été déforestées par Chido, en fait, soient intégrées dans tout ce qui est culture, agriculture non conventionnelle, en fait. Et que ces terres qui étaient autrefois des forêts ou des zones boisées sont transformées en des parcelles agricoles où les pratiques ne sont pas recommandées, quoi. Et ça, vous avez observé que ça se produit? C'est délicat à dire. On voit qu'il y a quelques incendies qui se produisent ici et là. Dans l'actualité, on l'a vu ces derniers temps. Bien sûr. Donc, c'est encore, de mon côté, c'est encore trop tôt pour voir s'il y a vraiment un réel impact. Alors, justement, Jean-François, c'est la saison où on plante. Donc, c'est la saison aussi où la culture sur brûlis se pratique. Vous l'avez évoqué, Mathieu, le Mont Combagny, ou en tout cas les façades, les collines, les flancs du Mont Combagny ont été malheureusement un peu incendiés par des feux qui sont partis dans tous les sens. Ça a quoi, ça, comme conséquence sur la qualité du sol? En fait, avec Chido, il y a une grosse quantité de branchages ou des arbres qui se sont retrouvés sur le sol. Et il y a une double possibilité. La première, elle est plus difficile pour les agriculteurs. Elle nécessite des moyens, tronçonneuses par exemple, pour dégager les branches et utiliser les branches au sol pour faire des fascines. Et donc là, quelque part, ça pourrait même être positif. C'est-à-dire reconfigurer les parcelles avec l'objectif de lutter contre le ruissellement et l'érosion. Et après, il y a la solution de facilité, malheureusement, qu'on aperçoit, mais comme l'indiquait Mathieu sur les flancs du Mont Combagny, c'est de mettre le feu sur des branches, sur des feuillages qui sont au sol et donc secs depuis maintenant plus de 8 mois, avec un risque de propagation. Et rapide et une parcelle brûlée, en fait, dès qu'une pluie intense va survenir, elle sera soumise à une érosion importante, donc ravinement, ruissellement, départ de terre, rien ne freine l'eau qui va ruisseler. Et l'eau, elle est abîmée, et la terre après, elle est abîmée. Une fois que l'eau a ruisselé, ça a fait partir les sédiments, donc j'en déduis qu'après la terre, elle est abîmée.
Enfin, elle est moins source de richesse pour poursuivre, pour replanter. La problématique du brûlis, pour certains agriculteurs, c'est du très court terme. C'est-à-dire, ça lui facilite la réimplantation de cultures sur la parcelle, et les cendres peuvent être à très court terme utilisées par les cultures qui vont être mises en place. Mais les premières pluies, comme je l'indiquais, vont faire partir ces éléments-là. La matière organique a été brûlée par le feu, et de fait, on se retrouve à court terme, l'année qui suit, sur une parcelle appauvrie. Donc, du fait de l'érosion, elle va perdre sa matière organique et ses éléments minéraux, et donc on se retrouve sur des sols en voie de désertification. Qu'est-ce que nous, à notre échelle, Mathieu, on peut faire dans le quotidien pour essayer de ne pas accélérer l'érosion et donc le départ de la terre vers la mer, vers le lagon? Si on a un petit jardin, un terrain ou une rue qui passe à côté, c'est essayer justement de protéger le sol. Protéger le sol, c'est-à-dire de planter des végétaux, de la citronnelle, des choses comme ça qui vont retenir le flux. En fait, c'est essayer de ralentir au maximum l'eau. Et donc c'est de lutter contre ça, de faire des espèces de petites fascines, comme disait, dans son jardin, si notre terrain est en pente, de pas tailler l'herbe à ras comme ça, parce qu'en saison sèche, elle va griller, et la première pluie, toute la matière organique va partir, etc. Comme on fait des travaux, si on fait une extension, c'est de respecter des règles, c'est-à-dire essayer de plutôt construire en saison sèche, lorsqu'il n'y a pas de pluie, de protéger les gravats ou tout ce qu'on peut retourner, les tas de terre, de les bâcher, pour éviter que quand il pleut, ça soit entraîné vers le lagon. Donc il y a plusieurs petites choses comme ça qu'on peut faire, même à notre échelle, pour essayer de lutter contre l'érosion. Et s'agissant des chantiers, je sais que c'est un sujet d'importance pour la lutte contre l'érosion. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait des travaux à la maison et qu'on a besoin de matières premières pour faire ces travaux? Comment on doit stocker ces matières premières pour éviter justement que le vent ou la pluie emmène le surplus vers le lagon? La problématique de l'érosion urbaine, elle est fondamentale. Déjà parce que la plupart des habitats et des constructions à Mayotte sont à proximité de la côte. Donc en fait, les sédiments qui partent, la probabilité qu'ils soient stoppés ou qu'ils se redéposent avant d'arriver dans les rivières ou dans le lagon, elle est beaucoup plus faible que quand on est sur des parcelles agricoles en amont. Et donc il y a vraiment nécessité de respecter des règles de bon sens. Un tas de terre, quand on voit des tas de terre qui sont posés sur le bord de la route, juste au-dessus de la mangrove par exemple, c'est très fréquent à Mayotte. C'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Des tas de terre ou des dépôts qui sont à proximité de la côte. D'une part, ces tas de terre, même s'ils sont tassés ou aplanis, on a affaire à des volumes qui sont instables, qui ne sont pas compactés, et donc s'il pleut dessus, très rapidement ça va partir. Comme on est juste à proximité du littoral, c'est des volumes de terre qui finissent dans le lagon. Donc il y a vraiment nécessité, on a tous les outils aujourd'hui qui permettent d'identifier là où passe l'eau quand il pleut. Oui, donc on le voit quand on vit quelque part, bien sûr. Donc mettre un tas de terre sur un axe de ruissellement, c'est pas malin. C'est une hérésie. Ouais. Donc on a deux grosses problématiques. Il y a les petits chantiers d'autoconstruction qu'on appelle, qui doivent être contrôlés par les collectivités. Donc la nécessité de sensibiliser les mairies, les services techniques des mairies pour faire respecter des règles de bon sens, comme Mathieu l'indiquait, bâcher un tas de terre, ne pas décaisser ou la gestion des remblais des blés, ça c'est fondamental. Mais ça s'applique aussi aux grandes entreprises. On voit par exemple le chantier du lycée technique qui est vers Bouillouni. Il y a le gros tas de terre a été bâché cette année. C'est quelque chose qui est indispensable, qui aurait pu être fait plus tôt, ça aurait évité des départs massifs. Mais là, c'est fait. Maintenant, c'est fait. Et on s'aperçoit, et c'est indispensable que les institutionnels, des institutionnels jusqu'à l'autoconstruction, que les règles de bonne pratique soient respectées. Et il y a des guides techniques qui ont été mis en place dans le cadre de l'ESSELAM pour le milieu agricole, mais aussi pour le milieu urbain,
On les trouve où sur le site du BRGM? C'est sur le site Lesselam, www.lesselam.com, où tous ces documents sont récupérables, les guides pratiques, avec des déclinaisons des guides pratiques en fiches techniques pour organiser ces chantiers, en fait. Voilà, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on y voit plus clair. Si on doit faire des travaux, et on est nombreux à devoir en faire, eh bien, on va sur le site de leselam.fr leselam.com pour prendre les bonnes pratiques, et on plante dans ces jardins. Moi, je retiens ça, planter dans son jardin pour maintenir la terre au sol. Merci beaucoup de toutes ces informations. Nous, on se retrouve très vite dans un autre épisode d'Agir pour l'environnement avec un autre sujet et plein de conseils pour prendre soin de notre planète.